Passons maintenant au syringocystadénome papillifère, qu'on abrège souvent en SCAP pour aller plus vite, qui est une tumeur bénigne qui peut survenir aussi bien chez l'enfant que l'adulte et qui est une tumeur qui complique souvent une lésion préexistante, un amartome verrucosébacé préexistant qu'on va revoir ensemble. Et donc c'est une lésion qui va en général être en relief, c'est pas une lésion, un nodule dermique enchâssé, c'est une lésion qui a un relief épidermique. Alors au microscope, à faible grossissement, le syringocystadénome papillifère va montrer une lésion qui est en général en relief et associant des aspects exophytiques et endophytiques et va montrer des invaginations à partir de la surface épidermique qu'on retrouve ici, bien visible, et qui forment des papilles qu'on va voir soit coupées transversalement, soit coupées de manière longitudinale. À plus fort grossissement, deux caractéristiques morphologiques vont être utiles pour retenir le diagnostic de syringocystadénome papillifère. D'une part, le revêtement épithélial qui borde ces papilles va présenter une double assise cellulaire qui va associer au moins focalement une différenciation apocrine, c'est-à-dire un aspect donc éosinophile de cytoplasme, et un aspect de décapitation superficielle, luminale, qui est caractéristique de la différenciation apocrine. La deuxième couche de cellules, qu'on voit bien ici, est une présence donc d'une couche périphérique basale de cellules myoépithéliales qui sont un peu plus cubiques. Le deuxième critère, c'est la présence souvent dans l'axe des papilles, dans l'axe fibrovasculaire, d'une inflammation, et d'une inflammation qui est particulière car elle est très très riche en plasmocytes. Alors quels sont les diagnostics différentiels à envisager devant un syringocystadénome papillifère? Il n'y en a pas tellement, c'est une lésion qui est relativement caractéristique. On pourrait éventuellement penser à l'adénome des glandes anogénitales de type mammaire, ce qui est le nom récent moderne pour l'ex-hydradénome papillifère, qui est une tumeur qui siège de manière préférentielle au niveau génital féminin vulvaire. À faible grossissement, c'est une lésion qui va se présenter sous la forme plutôt d'un nodule éventuellement kystique, dermique, bien limité, qui est en général pas raccordé au revêtement épithélial de surface. Les glandes ont un aspect aussi un peu différent de celles observées dans le syringocystadénome papillifère, avec souvent un arrangement un peu labyrinthique de ces glandes. À plus fort grossissement, on retrouve les caractéristiques élémentaires cytologiques qu'on observe dans le SCAP, avec une double couche de cellules luminales et myoépithéliales, on les devine par endroits, avec des zones de différenciation apocrine. Voilà. Donc le diagnostic différentiel est en général assez aisé sur le contexte et la silhouette lésionnelle. Passons maintenant au porocarcinome. Le porocarcinome, c'est une tumeur sudorale maligne, et c'est une tumeur qui va toucher plutôt les patients âgés, souvent les membres inférieurs, et qui est une tumeur qui a une évolution métastatique possible. Et donc si vous devez retenir qu'un seul carcinome sudoral, c'est clairement celui-là qu'il faut retenir. D'abord parce qu'il n'est pas si rare que ça, et qu'il y a un enjeu derrière. Il y a deux circonstances de survenue, soit elle survient de novo, soit elle survient sur une tumeur porale bénigne préexistante, en général un poromécrine. À faible grossissement, au microscope, un porocarcinome va en général montrer un aspect de prolifération tumorale qui est raccordé à l'épiderme avec un aspect un peu particulier, souvent très abrupt, bien délimité par rapport à l'épiderme latéral et sans image de dysplasie kératinocytaire, c'est-à-dire de kératose précarcinémateuse ou de carcinome épidermoïde in situ, maladie de Bowen. Il va ensuite infiltrer le derme sous-jacent sous la forme de travées larges ou d'amas, ou un peu plus rarement avec une infiltration de type pushing. À plus fort grossissement, donc on confirme qu'il y a une prolifération tumorale qui est raccordée à l'épiderme, avec cette très bonne délimitation latérale par rapport à l'épiderme adjacent qui ne montre pas d'image de dysplasie kératinocytaire. Cette prolifération tumorale, on n'a pas besoin de chercher très longtemps pour trouver des aspects d'anisocariose et de figures de mitose qu'on devine déjà à ce grossissement et qu'on reverra à plus fort grossissement. Et on est aussi aidé dans le raisonnement, puisque au sein de cet amas dans lequel on retrouve plusieurs mitoses, dont des images de mitoses atypiques, une anisocariose extrêmement marquée, eh bien, il y a aussi la formation d'une lumière
qui va aider grandement dans le diagnostic différentiel, notamment avec le carcinome épidermoïde peu différencié. Donc dans les autres critères microscopiques, alors on peut aussi avoir des aspects de nécrose en masse, je vous rappelle c'est cet aspect un peu particulier qui correspond probablement plus à de la kératinisation qu'à de la vraie nécrose, comme dans les tumeurs porales bénignes. On peut avoir des engainements nerveux et des emboles vasculaires. Le porocarcinome, c'est à la fois lymphophile, et ça donne volontiers beaucoup d'emboles. Vous avez un exemple ici où de très nombreux vaisseaux dermiques étaient comblés par cette prolifération tumorale extrêmement atypique, avec une anisocariose marquée, et qui était là ici des emboles de porocarcinome. Parfois, vous avez la chance d'avoir la lésion préexistante qui a donné naissance au porocarcinome. Et donc là, vous avez l'exemple ici d'un petit contingent où il y avait certaines cellules qui avaient un aspect poroïde un peu plus classique, avec des cellules qui étaient plus petites, et des zones où on commençait à voir apparaître donc l'anisocariose, des zones intermédiaires, et ici une zone avec une lumière, donc c'est un petit argument pour penser que cette lésion était développée sur un porome préexistant. Alors quels sont les variants morphologiques possibles pour le porocarcinome? Alors il est classiquement infiltrant, mais on peut aussi avoir un porocarcinome in situ. C'est la même chose, mais simplement c'est limité à l'épiderme. Ça peut parfois présenter une architecture pagétoïde, même si ça n'est pas très fréquent. On peut avoir un variant à cellules claires, comme le carcinome épidermoïde. Le cytoplasme se clarifié, pas d'autres variations particulières associées. Le porocarcinome peut être pigmenté, et il y aura souvent une colonisation par des mélanocytes et un peu de pigment mélanique. Ça n'a là encore pas de conséquences particulières. Et on peut aussi avoir des contingents infiltrants avec un contingent, donc une cellule fusiforme. Ça peut être un petit peu plus trompeur, notamment quand ce contingent est prédominant. Alors quels sont les diagnostics différentiels du porocarcinome? Il y en a un qui pose beaucoup plus de problèmes que les autres, qui est une tumeur très fréquente, le carcinome épidermoïde, en particulier les carcinomes épidermoïdes peu différenciés, qui vont infiltrer le derme sous la forme de travées assez massives, épaisses, et être raccordés à l'épiderme, comme le porocarcinome. Et ce variant, qu'on appelle aussi le carcinome épidermoïde bowenoïde, c'est une terminologie un peu désuète, peut vraiment poser beaucoup de problèmes de diagnostic différentiel. Alors, on va essayer de s'aider de plusieurs critères. D'abord, il y a souvent plus un continuum morphologique avec l'épiderme adjacent, latéral, avec des lésions qui ont de dysplasie kératinocytaire avec un aspect de maladie de Bowen éventuellement, et avec des images de dyskératose qu'on va beaucoup moins observer dans le porocarcinome. On va aussi s'aider et rechercher la présence de lumière, la présence de cellules poroïdes, un petit peu de plus petite taille, qui vont aussi éventuellement orienter vers une tumeur porale préexistante, pour trancher entre ces diagnostics qui sont parfois difficiles. Les autres diagnostics différentiels sont en général moins problématiques. L'hydradénocarcinome, donc le pendant malin de l'hydradénome nodulaire, c'est moins accordé à l'épiderme, plus profond, et on va chercher les associations de différentes populations cellulaires qu'on observe dans l'hydradénocarcinome, donc les cellules claires, les cellules intermédiaires polygonales, etc. Le mélanome in situ, de manière un peu plus anecdotique, ou le mélanome infiltrant pour le porocarcinome pigmenté, donc dans des cas d'architecture pagétoïde ou dans des cas de porocarcinome pigmenté, peut éventuellement ressembler un peu. En principe, les cellules sont quand même de morphologie différente, moins cohésives, rarement entravées, et si vous avez un doute, l'immunohistochimie va rapidement régler le problème. Et de manière théorique, éventuellement, une métastase cutanée d'un carcinome pourrait éventuellement ressembler un petit peu. Le contexte clinique est en général différent, le raccordement à l'épiderme est aussi en général différent. Passons maintenant au carcinome annexial microkystique. C'est une tumeur de l'adulte qui a pour siège électif le visage et qui est une tumeur qui a un comportement biologique un peu particulier, puisque ça a un très faible potentiel métastatique, mais ça a par contre une très forte agressivité locale, un peu comme un carcinome basocellulaire. Et souvent, cette tumeur, par rapport à l'appréciation clinique, où là on observe quelque chose qui a l'air à peu près d'intéresser de cette zone-là, va en fait avoir une extension invisible à l'œil nu et qui va aller très au-delà des limites appréciables cliniquement.
Le carcinome annexiel microkystique, c'est une tumeur qui, au microscope, va être caractérisée par un aspect asymétrique et surtout une très mauvaise délimitation, avec un aspect infiltrant en profondeur qui s'étend très souvent à l'hypoderme ou carrément aux muscles possiers squelettiques du visage. Elle peut occasionnellement être connectée à l'épiderme et une de ses caractéristiques majeures va être un aspect de gradient vertical qui va associer en surface plutôt des aspects de kyste cornée et en profondeur des aspects de fines travées et de cordons dans lesquels on va occasionnellement observer des lumières. Voici ici une illustration qui se focalise sur ce point précis, la présence du gradient vertical au sein de la tumeur. Vous voyez ici un grossissement sur la zone superficielle de la tumeur dans laquelle on observe une association avec ces formations kystiques kératinisantes au centre et des amas un peu plus solides de tumeurs. En profondeur, on a un aspect qui est complètement différent, avec un aspect qui est moins cellulaire, dans lequel il y a un fond qui est fibreux et dans lequel on observe de petits amas et de petites travées de cellules tumorales, toujours assez semblables les unes aux autres, et dans lesquelles on va parfois deviner de petites lumières. Alors dans le carcinome annexiel microkystique, c'est un peu l'inverse du porocarcinome. Les cellules tumorales qu'on va observer sont très peu atypiques et il y a rarement une activité mitotique. On va avoir ce fond fibreux, dense, et une des caractéristiques de cette tumeur est de très fréquemment montrer une extension le long des nerfs avec un engainement. Ici vous avez un petit nerf cutané, des cellules tumorales ici qui sont en périphérie, qui se développent le long du nerf. Et ici un autre nerf avec là encore en périphérie des cellules tumorales qui sont là encore de petite taille et plutôt non atypiques qui se développent le long du nerf. Quels sont les diagnostics différentiels du carcinome annexiel microkystique? Il y en a plusieurs et le problème va surtout se poser quand on a une biopsie superficielle qui n'échantillonne pas la jonction entre le derme et l'hypoderme. Premier cas de figure, c'est le cas du syringome, tumeur sudorale bénigne, qui va intéresser le derme superficiel et le derme moyen, et qui va par contre épargner le derme profond et l'hypoderme. Donc si vous avez la jonction avec le derme, l'hypoderme, la distinguo est assez facile. Ça va aussi présenter plus volontiers beaucoup plus de lumière sudorale arrondie, en plus des aspects en tétard et des petits cordons. Deuxième cas de figure, le trichoepithélium desmoplastique, qui peut aussi présenter à la fois des kystes kératinisants et des petits amas et travées de cellules qui sont habituellement plus basophiles dans le trichoepithélium desmoplastique et plus éosinophiles dans le carcinome annexiel microkystique. Là encore, si vous avez la partie profonde de la biopsie, le trichoepithélium desmoplastique est une tumeur qui est bénigne, en général bien délimitée et qui ne va jamais, par définition, infiltrer l'hypoderme. Enfin, deux distinguos avec des tumeurs malignes, le carcinome basocellulaire infiltrant ou sclérodermiforme. Là, ce sont tous les deux des tumeurs qui sont aussi malignes et qui ont aussi une malignité locale. Donc, même si on se plante, le distinguo est moins important. Le carcinome basocellulaire en général montre rarement des kystes cornés, ne va pas avoir vraiment de gradient vertical, contrairement au carcinome annexiel microkystique, et ne va pas montrer de lumière. Donc en général ça ne pose pas de problème. Le carcinome épidermoïde infiltrant, même quand il est bien différencié, va rarement adopter cette architecture en gradient vertical, ne va pas montrer de lumière et en général est beaucoup plus atypique que le carcinome annexiel microkystique. Au contraire, les cellules sont assez monotones et très peu atypiques. On va passer à l'adénocarcinome papillaire digital, tumeur maligne de l'adulte qui va toucher électivement les extrémités au niveau des doigts et des orteils. C'est une tumeur qui est maligne, qui a une agressivité locale et qui a un faible potentiel métastatique, mais potentiel métastatique réel. Au microscope, à faible grossissement, l'adénocarcinome papillaire digital, c'est une tumeur qui est infiltrante, dermique, nodulaire ou multinodulaire, souvent mal limitée. La caractéristique à ce grossissement qui est la plus évocatrice de ce diagnostic est l'association de plusieurs types d'architectures différents, en particulier l'association entre ici une architecture solide
et des zones d'architecture différentes, kystiques ou éventuellement papillaires. Vous avez ici un autre exemple à droite d'un autre cas d'adénocarcinome papillaire digital, avec encore une fois ici une association entre des secteurs crébriformes, ici, et des secteurs papillaires. Donc cette association de différents types d'architecture sur une tumeur qui a une cytologie un peu bleue, basophile, doit vous faire évoquer ce diagnostic au niveau acral. Alors voici ici à plus fort grossissement des illustrations de ces trois types d'architecture, avec ici à gauche une image d'architecture crébriforme avec des glandes multiples, nombreuses, et qui sont adossées les unes aux autres. Deuxième type d'architecture possible, l'architecture papillaire, avec une association entre des vraies papilles avec un axe conjonctif et des aspects plutôt micropapillaires. Et troisième type d'architecture, l'architecture solide, où les cellules sont plutôt en plage les unes contre les autres. Les cellules en général sont plutôt cubo-cylindriques, ça se voit mieux dans l'architecture crébriforme et papillaire, peut-être un peu plus cylindrique dans les papilles. Il y a une double couche de cellules luminales et myopithéliales, on va y revenir dessus. Et les atypies, l'aspect de la chromatine sont très variables, de même que l'activité mitotique, donc ça ne sont pas forcément des critères pour le diagnostic de malignité. À fort grossissement, vous voyez illustré ici une caractéristique particulière des glandes tumorales et le fait qu'elles présentent une double assise de cellules luminales et cellules myopithéliales en périphérie des glandes. On l'observe ici également, cette double assise. Cette assise périphérique de cellules myopithéliales sera bien visualisée si on utilise des marqueurs de cellules myopithéliales, par exemple la P63 ou le SOX10. On peut avoir associé aussi la présence de nécrose tumorale, d'allure ischémique, au sein de la prolifération tumorale. Quels pourraient être les diagnostics différentiels de l'adénocarcinome papillaire digital? Le premier pourrait être l'adénome tubulopapillaire, qui est une tumeur sudorale bénigne, qui, à faible grossissement, est en général une tumeur mieux limitée que l'adénocarcinome papillaire digital, et qui va associer, un peu comme l'adénocarcinome papillaire digital, des lumières glandulaires avec une double couche de cellules épithéliales et myopithéliales qu'on devine par endroits et qui se verrait mieux sur l'immunohistochimie, et avec des glandes dilatées et des structures papillaires ou micropapillaires comme ici. Alors, la grande différence entre ces glandes, ce qui est fondamentalement différent entre les deux tumeurs, c'est que dans le carcinome papillaire digital, les glandes ont une architecture dos à dos crébriforme, ce qui n'est pas le cas ici. Ces tumeurs sudorales bénignes, l'adénome tubulopapillaire, vont également montrer des mutations de BRAF V600E dans une fréquence assez élevée de cas. La deuxième tumeur qu'on pourrait envisager, c'est l'hydradénome nodulaire. En général, je vous rappelle que l'hydradénome nodulaire va associer un peu plus de populations cellulaires différentes, de morphologies différentes, va être une tumeur qui va être moins crébriforme, très rarement crébriforme, et va plutôt associer une architecture solide et kystique. L'hydradénoporoïde, autre tumeur d'architecture solide et kystique, qui n'est en principe jamais crébriforme, et qui aura une cytologie ici, une cytologie porale, et non pas du tout la cytologie qu'on va observer dans l'adénocarcinome papillaire digital. Enfin, on pourrait théoriquement aussi évoquer une métastase d'un adénocarcinome papillaire. En principe, le distinguo devrait être relativement simple. Il suffit de constater qu'il y a une présence d'une double couche de cellules épithéliales et myopithéliales, ce qui n'est en général pas le cas dans les métastases, et éventuellement de compléter avec un petit peu d'immunohistochimie. Passons maintenant au carcinome cribriforme cutané, qui est une tumeur de l'adulte et qui va se présenter sous la forme d'un nodule isolé de couleur chair au niveau du membre inférieur. Cette présentation clinique et sa consistance ferme fait qu'il est souvent pris cliniquement pour un diagnostic d'histiocytofibrome. Alors, le carcinome cribriforme cutané, à grossissement faible au microscope, c'est une tumeur qui va se présenter sous la forme d'une lésion nodulaire, dermique, plutôt bien limitée, mais non encapsulée. Elle va associer
en général deux types d'architecture au moins, avec des zones d'aspect cribriforme, avec des amas qui sont troués de nombreuses lumières, on va le revoir à plus fort grossissement, et un deuxième contingent avec des lumières dilatées, dans laquelle on va parfois observer des projections d'aspect micropapillaire. On va le revoir de plus près. On peut avoir un peu de secteur solide aussi, mais en général c'est moins marqué que les deux autres types d'architecture. Une caractéristique qu'on observe dans la moitié des cas est aussi la présence de nodules lymphoïdes inflammatoires en périphérie de la tumeur. À plus fort grossissement, voici une illustration de cette association entre ces secteurs cribriformes et ces secteurs glandulaires avec projection micropapillaire. Ici, l'aspect cribriforme avec de nombreux amas qui sont creusés de petites lumières optiquement vides. Ici, des lumières dilatées. Et ici, ces aspects de projection micropapillaire au sein de ces lumières. Vous remarquerez que les cellules tumorales présentent un aspect plutôt eosinophile avec un léger pléomorphisme nucléaire. Voilà, c'est un aspect cellulaire qui est assez différent de ce qu'on a pu observer par exemple dans l'adénocarcinome papillaire digital. Alors quels pourraient être les diagnostics différentiels du carcinome cribriforme cutané? Très honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, voire aucun. C'est une tumeur qui est vraiment caractéristique en termes de morphologie, dont on fait le diagnostic souvent dès le faible grossissement. D'un point de vue théorique, on pourrait éventuellement envisager une métastase d'un carcinome. En général, le contexte est connu. Les métastases sont très rarement aussi bien limitées que le carcinome cribriforme cutané et ont rarement cette répartition assez harmonieuse entre justement l'architecture cribriforme et les tubes dilatés. L'autre diagnostic différentiel, le carcinome adénoïde kystique, présente aussi une association entre un contingent qui ici peut être solide, des amas cribriformes et éventuellement des glandes un peu dilatées, souvent mucosécrétantes. Le carcinome adénoïde kystique est par contre une tumeur qui a une cytologie beaucoup plus basophile, bleue, que le carcinome cribriforme cutané, et donc la morphologie cellulaire est quand même très différente. C'est une tumeur qui, en immunohistochimie, va également montrer au contraire du carcinome cribriforme cutané, une positivité diffuse pour SOX10 et le CD117. Donc en principe, il y a un diagnostic différentiel relativement facile. Passons à la tumeur mixte sudorale bénigne, qu'on appelait antérieurement le syringome chondroïde, qui est une tumeur bénigne de l'adulte et qui va se présenter sous la forme d'un nodule dermique de peu de spécificité clinique. À faible grossissement, la tumeur mixte sudorale bénigne va se présenter sous la forme d'une lésion dermique nodulaire ou multinodulaire bien limitée, qui va associer deux composantes, une composante épithéliale, en général sous la forme de glandes, qui auront des formes variables, on va le voir, et une composante stromale entre ces lumières et ces amas épithéliaux. On peut avoir occasionnellement des remaniements kystiques. À plus fort grossissement, on observe mieux ces deux composantes. La composante épithéliale est faite de cellules polygonales eosinophiles qui sont associées donc à des lumières glandulaires, ici plutôt lumières allongées, un peu foliacées, festonnées, et qui sont bordées par une double assise. On distingue des cellules luminales, entre guillemets, et des cellules plutôt basales myoépithéliales. La deuxième composante, c'est cette composante qui est entre les glandes, la composante épithéliale, et qui est faite d'une proportion variable de zones qui sont soit myxoïdes ou chondroïdes, et de zones un peu plus hyalines, parfois adipeuses, ou parfois un petit peu plus riches en cellules fusiformes. Par définition, dans une tumeur mixte sudorale bénigne, il n'y a pas de pléomorphisme nucléaire, les mitoses sont rares. Occasionnellement, on peut avoir une différenciation un peu divergente, malpighienne, pilaire ou sébacée. Il y a en fait deux variants pour les tumeurs mixtes sudorales bénignes. Le variant classique ou folliculo-apocrine qu'on vient de voir, dans lequel les lumières glandulaires vont être d'aspect festonné ou anguleux, de taille variable, disposés dans ce stroma chondroïde ou chondromyxoïde. Et il y a un deuxième variant, le variant écrine, ex-syringome chondroïde écrine, dans lequel on va retrouver le même fond, chondromyxoïde, mais dans lequel les lumières vont être beaucoup plus rondes et de plus petite taille. Il y a des arguments moléculaires pour penser que ce sont deux tumeurs différentes.
Les diagnostics différentiels de tumeurs mixtes sudorales bénignes, il n'y en a pas tellement. Il y a peu de tumeurs qui ont cette association entre une composante épithéliale et chondroïde mésenchymateuse comme ici. Et le diagnostic différentiel principal, ça sera la contrepartie maligne, la tumeur mixte sudorale maligne. Et le diagnostic reposera essentiellement sur la présence d'atypicité nucléaire marquée, la présence de nombreuses mitoses et éventuellement d'emboles. Nous allons maintenant aborder le chapitre des tumeurs avec une différenciation complexe comprenant plusieurs types de différenciation annexielle et nous verrons dans ce cadre un seul exemple. Cet exemple va être l'amartome verrucosébacé ou anciennement Nevus verrucosébacé. C'est une tumeur qui survient de manière congénitale ou débute dans l'enfance et dont l'aspect va varier au cours de la vie. Initialement, elle va présenter sous la forme d'une zone d'alopécie plane bien limitée, va secondairement, comme sur l'image de gauche, prendre un aspect un peu verruqueux, puis secondairement, au niveau de la puberté, avoir un aspect cérébriforme jaunâtre dû à une hyperplasie des glandes sébacées. C'est une tumeur qui est de comportement bénin. À faible grossissement, l'amartome verrucosébacé va associer un certain nombre de caractéristiques qui en font une lésion assez reconnaissable. Premièrement, souvent une hyperplasie épidermique d'aspect un peu particulier, souvent un peu papillomateuse ou verruqueuse. Pour le siège anatomique qui est en général au niveau du cuir chevelu, on aura de manière un peu curieuse une absence de follicules pileux matures qui en général sont en nombre et descendent jusqu'au niveau de l'hypoderme sur ce siège anatomique. Enfin, on aura une présence ectopique de glandes apocrines qui n'est pas constante mais qui est fréquente et comme vous pouvez observer ici ces glandes éosinophiles regroupées au niveau du derme qui n'ont aucune raison d'être présentes au niveau du cuir chevelu. Enfin, de manière inconstante et de manière variable selon l'âge du patient, on aura des glandes sébacées qui ne sont ici pas visibles sur cette illustration et qui vont avoir une morphologie variable, souvent s'ouvrant directement à l'épiderme. Voici ici à plus fort grossissement une illustration de ces glandes apocrines, ici avec une forme un peu dystrophique et anormale, mais une différenciation apocrine qui est clairement reconnaissable. Une notion importante est que des tumeurs annexielles bénignes peuvent secondairement se développer sur un amartome verrucosébacé préexistant, en particulier plusieurs tumeurs qu'on a vues de manière précédente dans le cours, le trichoblastome, tumeur pilaire, le tricholémome, tumeur pilaire bénigne, qui est ici illustré avec la continuité entre cette espèce d'hyperplasie épidermique ici et cette prolifération tumorale de cellules un peu claires avec une bordure palissadique et une membrane basale épaisse qui correspondent à un tricholémome. On peut aussi avoir des syringocystadénomes papillifères et des sébacéomes et d'autres tumeurs un petit peu plus rares. Alors quels sont les diagnostics différentiels? Très objectivement, il n'y en a pas vraiment. On pourrait éventuellement argumenter que l'hyperplasie sébacée pourrait être un diagnostic différentiel, en général par les signes indirects, l'absence de follicules pilosébacés, la présence des glandes apocrines anormales, l'hyperplasie épidermique et le raccordement anormal des glandes sébacées qu'on peut observer à l'épiderme. C'est rarement quelque chose qui peut être confondu avec une hyperplasie sébacée vraie. Nous avons terminé le deuxième cours de SpacePath. Et c'est maintenant à vous de jouer. Si vous ne révisez pas les connaissances que vous venez d'acquérir, vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez tout oublié. C'est pourquoi nous vous proposons de mettre en application ces connaissances et de les tester de manière ludique en utilisant le jeu de cartes mémoire Anki que nous mettons à votre disposition. Nous vous conseillons d'utiliser rapidement ce jeu de cartes, soit sur votre ordinateur en utilisant des clients Anki disponibles, soit en utilisant un client Anki sur votre téléphone, et c'est l'option que nous recommandons et que vous pouvez utiliser dans la journée à l'occasion par exemple d'une pause ou lors de vos trajets en transport en commun. Révisez bien vos cartes et nous nous retrouverons pour le test final.